Euh, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans le théâtre de l'école alsacienne. C'est notre septième table ronde autour de l'éducation en question. Après une table ronde au mois d'avril sur la coopération, ce soir, nous nous retrouvons pour discuter d'un sujet qui est extrêmement important, c'est comment transmettre le goût des sciences. Et nous remercions d'abord Mathieu Novak qui a accepté d'animer cette table ronde et qui va vous présenter les experts et les journalistes qui l'accompagnent ce soir. Je vous souhaite une très 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 bonne table ronde et à tout à l'heure. Merci à toutes et à tous. Bonsoir, merci beaucoup Gauthier. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici pour animer cette discussion que je voudrais le plus informelle possible parce que nous sommes là pour poser les problématiques et trouver ensemble des esquisses de solutions. Alors je me présente rapidement, je m'appelle Mathieu Novak, je suis ancien élève de l'école alsacienne, sorti en 93, j'ai fait des études d'ingénieur. Spécialisé en biologie, en chimie, en physique. Et j'ai bifurqué tout de suite ensuite dans la presse, dans le domaine scientifique. Et je suis aujourd'hui rédacteur en chef du magazine Sciences et Avenir, dont j'ai apporté quelques exemplaires. Je compte pas repartir avec, donc si j'oublie de le redire à la fin, n'oubliez pas d'en prendre en repartant. Pour moi, c'est toujours un grand combat, et ça va être le thème de toute cette soirée, de dire que la culture scientifique ne doit pas s'envisager différemment, ou en dehors en tout cas, de la culture générale. Moi, ça m'est venu d'une simple envie, quand j'étais adolescent, de comprendre le monde, quoi. Typiquement, l'exemple que je donne, parce qu'il est véridique, c'est quand je suis à la montagne, sur mon vélo avec des amis présents dans la salle, et qu'on tombe à 1800 mètres d'altitude sur un caillou dans lequel il y a un coquillage, ça me gênait, quoi, de dire qu'est-ce que le coquillage fait ici. Voilà, c'est des questions toutes simples comme ça, dans lesquelles j'ai eu des réponses un peu à l'école, un peu en prépa, un peu dans mes études, et dans lesquelles j'ai des réponses tout le temps aussi. Mais on a l'impression que cette curiosité, pour des raisons qu'on va essayer d'éclaircir, est un peu en train de s'étioler. Alors, je vais vous présenter très rapidement les personnes qui sont ici. On a trois intervenantes qui sont au milieu. Et sur les côtés, à côté de moi et en face, vous avez trois lycéennes. Alors, elles ont toutes beaucoup, beaucoup travaillé. Donc, moi, mon objectif ce soir, ça va être de travailler le moins possible et de leur laisser le plus possible la parole, parce qu'elles ont fait un travail de préparation remarquable. Mais avant de leur passer la parole, je vais commencer. Alors, au hasard, au milieu, vous avez Léa Griton, qui est une ancienne élève de l'école alsacienne, qui est une astrophysicienne, dont la passion, c'est la planète Mercure, qu'on a vu un peu. Il y avait une mission qui est partie il y a quelques années qui s'appelle Bepi Colombo en direction de Mercure. Elle va bientôt arriver dans 2 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, on va en reparler. Léa a aussi écrit un petit livre dont elle fait la réclame ici qui s'appelle Enquête de planète. Elle a eu un engagement dans des associations comme WAC Science ou Femmes et Sciences. Donc voilà, le côté chercheuse et aussi sensible à la cause de la transmission des savoirs. À sa droite, pour vous, vous avez Aude Bernheim, qui est microbiologiste, aussi une ancienne élève de l'école alsacienne. Alors, Aude, vous, votre passion, ce sont les bactériophages. Alors, c'est un gros mot pour dire ces bactéries qui aiment bien attaquer les virus et qui les virus, pardon, qui aiment bien attaquer les bactéries et qui peut avoir, enfin, qui a déjà une importance concrète pour nous, puisque quand on parle de résistance aux antibiotiques, c'est une des pistes, une des voies alternatives. Bon, on n'est pas pour parler de ça ce soir, mais donc vous travaillez dans un laboratoire à l'Institut Pasteur, également un engagement associatif important, aussi dans l'association WAX et Sciences, aussi engagé dans l'égalité femmes-hommes dans les sciences. Et on a Caliste Schibling-Save, alors qui n'est pas la seule ancienne élève, mais qui a eu, par son travail, vous nous l'expliquerez, des attaches avec l'école. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais vous avez commencé à HEC, vous avez bifurqué ensuite sur un doctorat et un postdoc en psychologie cognitive de l'éducation, donc beaucoup de mots qui peuvent paraître compliqués, mais pour surtout une grande sensibilité à lutter contre le décrochage scolaire et comment on peut y aider, notamment par la voie des neurosciences. Voilà, c'est une présentation très rapide parce que nos lycéennes vont le faire de façon plus précise. Alors, nos lycéennes, vous avez Ava qui est en première, Salma qui est en terminale et Inès qui est également en première.
et vous travaillez notamment pour le journal Graffiti interne de l'école. Vous avez beaucoup préparé cette réunion, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vous laisse la parole tout de suite. Je crois que c'est Salma qui commence. Donc, moi, j'ai une question à adresser à vous trois, mais je vais commencer par vous, Aude Bernheim. Pourquoi et à quel âge avez-vous décidé de vous orienter vers les sciences ? Alors, j'ai encore du mal à dire que je me suis orientée vers les sciences, ce qui est assez drôle, je pense, alors que maintenant, je dirige un labo de sciences. En tout cas, je peux dire que ça m'est venu peut-être vers vraiment savoir que ça allait être mon métier il y a peut-être 2-3 ans. Donc, j'ai 34 ans, donc à 32 ans. En gros, j'ai découvert les sciences pas vraiment au lycée, pas vraiment au collège, mais plutôt après, où moi, j'aimais tout. J'étais curieuse sur tout. Et du coup, je voulais pas choisir. J'avais l'impression que c'était renoncer de choisir une discipline. Et donc, j'avais gardé les sciences parce qu'on m'avait dit tu pourras garder le reste à côté, alors que les sciences, si tu lâches, c'est fini après. Et du coup, j'ai continué pendant tout mon parcours à faire et des sciences et par exemple des politiques publiques, de l'histoire, des choses comme ça. Et du coup, je pensais toujours, et puis je suis revenue un peu à la science fondamentale, j'ai refait autre chose, j'y suis revenue, et au bout d'un moment, j'ai vu qu'on pouvait combiner les deux en étant en fait dans les sciences. Et je dois dire que, peut-être contrairement à des gens qui sont passionnés depuis qu'ils sont enfants, moi, c'est chaque jour que ma passion devient plus grande. Donc maintenant, je pense vraiment être absolument passionnée, adorer ça et trouver ça génial. Mais c'était pas, on va dire, depuis qu'il y a 4 ans, je sais que je vais être scientifique, et, etc. C'est venu en se construisant. Mais après, vous êtes quand même orienté dès le lycée vers un parcours scientifique, quand même. Alors oui, alors je crois que ça a changé depuis, mais nous on choisissait S, ES ou L, donc scientifique ou pas. Et en fait, quand on faisait des sciences, qui étaient même dans une classe, on avait des cours liés plutôt à l'histoire et lettres, et voilà, par une bizarrerie, parce qu'on était SES, on avait en plus. Donc on était la classe de sciences qui adorait les lettres. Donc moi, c'était vraiment essayer de pas choisir, et j'avais même cherché à faire pendant mes études en parallèle de la biologie et des lettres, mais c'était pas possible. Donc du coup, j'ai choisi le truc où je devais enlever le moins de matière, qui était une prépa où il y avait encore quand même de la géographie, des lettres, de la biologie, de la chimie, de la physique, enfin le truc le plus généraliste possible. Donc je me suis quand même orientée en me disant que ça avait l'air marrant, et j'ai découvert ce qu'on appelle la biologie moléculaire, qui est ma passion, et aujourd'hui, et ça m'a passionnée, mais comme d'autres sujets m'ont passionnée dans la vie. Et petit à petit, je me suis dit que c'était quand même vraiment très très fun. Et du coup, voilà. Ok, même question pour vous, Léa. À quel âge vous avez compris que vous vouliez vous orienter vers les sciences dans le supérieur et même au lycée ? Moi, c'est un peu différent d'Aude. Moi, je connais Aude depuis un certain temps. Il y a 12 ans, elle était déjà très, très passionnée par les sciences. En tout cas, J'étais passionnée de plein de trucs. plein de trucs. Les sciences. Mais déjà, enfin, je veux dire, déjà, la question de quand tu as aimé les sciences, je pense que déjà, il y a 10 ans, c'était déjà quand même très, très présent. Moi, j'étais par contre comme Aude dans le sens que j'aimais tout, sauf le sport. Depuis que j'étais toute petite. Et quand j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. En fait, j'aimais par contre par-dessus tout transmettre justement des connaissances. Ça, c'était vraiment ce que je voulais faire. Par contre, il y avait beaucoup de métiers où pour transmettre des connaissances, c'était soit des métiers justement un peu précaires ou compliqués d'accès ou pas très bien rémunérés. Et donc, quand on a vraiment posé la question sérieuse de quel métier on veut faire, donc nous, c'était en 3e, là, je crois qu'on devait remplir une fiche d'orientation. Là, je m'étais posé la question plus sérieusement. Et c'est là où j'ai vraiment compris que le métier d'enseignant-chercheur me permettrait à la fois donc d'enseigner à peu près tous les niveaux dont j'aurais envie, et tout en faisant de la recherche. Et la recherche, ça m'intéressait parce que j'aimais bien transmettre, mais j'aimais beaucoup apprendre aussi et comprendre. Et donc moi, j'ai découvert les métiers scientifiques au collège. Donc je sais, j'ai jamais retrouvé donc la date, mais il y avait une conférence de Semaine des sciences à l'école alsacienne, et j'avais vu une conférence d'un astrophysicien, et à un moment j'ai réalisé qu'il était payé pour regarder les galaxies. J'ai trouvé ça quand même assez génial. Donc je me suis dit ça c'est pas mal. Et puis après, c'était aussi l'époque où il y avait une association qui organisait une expédition plusieurs années de suite pour retrouver les épaves des vaisseaux de La Pérouse à côté de Vanikoro. Moi, je suivais ça sur les documentaires qui étaient diffusés à la fin de chaque expédition. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, je vais être archéologue. Puis après, j'ai rencontré une archéologue qui m'a dit que c'était vraiment très très compliqué l'archéologie, parce qu'en fait, pour une semaine sous l'eau sur l'épave, elle passait 10 ans à la bibliothèque à faire des recherches, notamment des recherches de financement.
Et puis là, après, je suis assez vite tombée amoureuse du domaine spatial, notamment grâce à un stage de seconde que j'ai fait à l'Agence spatiale européenne. Et là, ce qui m'a frappée, c'était l'international. Moi, à l'école alsacienne, j'avais grandi avec des voyages, notamment linguistiques. J'adorais les langues, j'adorais le côté multiculturel. Et donc là, de rencontrer une communauté où on pouvait faire des projets ambitieux, internationaux, qui mêlaient de la physique, des maths, et puis pas que, hein, on fait beaucoup de choses, tout en faisant de l'enseignement. Bah voilà, là, ça a été plus un déclic. Et donc, à partir de la seconde, je savais que je voulais faire un métier scientifique. Et donc, pour vous, Calice, c'est un peu différent puisque vous n'êtes pas orienté directement vers les sciences dans le supérieur. Et donc, comment, dans votre parcours étudiant, vous avez compris que c'était le domaine qui vous intéressait? Oui, alors moi, c'est vrai que j'avais gardé des sciences que les maths, on va dire, avec, voilà, en faisant le prépa à HEC et puis après à HEC, bon, on fait plus trop de maths non plus, mais en fait, après, j'avais la possibilité de faire un double diplôme avec l'ENS pour me tourner vers un autre type de sciences qui sont les sciences cognitives. Et donc, voilà, j'ai décidé de pouvoir, enfin, de m'autoriser en tout cas cette année de double diplôme avec l'ENS et en sciences cognitives. Et là, j'ai découvert ce monde assez passionnant où on réfléchit sur comment notre cerveau fonctionne et justement comment on peut transmettre aussi aux enfants, puisque moi, j'ai tout de suite été dans les sciences cognitives appliquées à l'éducation. Et donc après, j'ai découvert à ce moment-là aussi le métier de chercheur que je ne connaissais pas en fait, même au lycée, même en prépa. Et donc j'ai décidé de m'orienter voilà, vers la recherche en sciences cognitives. Et donc j'ai pu faire ma thèse sur le développement de l'esprit critique à l'école, mais où je l'appliquais en mathématiques et en sciences. Donc déjà, on peut voir que même si on ne fait pas forcément un parcours scientifique dès le supérieur, on peut forcément se réorienter vers les sciences plus tard, non? Ouais, voilà. Et après, maintenant, je continue. Alors, je suis plus dans la recherche, mais je suis la directrice pédagogique et scientifique d'une association avec toujours le même but, qui est de faire le pont entre justement le laboratoire de recherche, qui a une recherche voilà, un peu plus fondamentale, même si en éducation, elle est quand même assez appliquée, et vraiment le concret, qu'est-ce qui se passe en salle de classe. Et donc, j'essaye de faire ce pont-là, toujours en lisant des papiers scientifiques et en se reposant justement sur cette force qu'a la recherche de chercher des preuves avant de faire des choses. Et donc, avec tous les parcours que vous nous avez racontés, est-ce que vous avez été encouragé par votre famille, par exemple votre entourage ou même vos amis à faire des sciences? Moi Vous toutes les trois? Oui, en tout cas les sciences cognitives, oui, j'ai été encouragée par mon entourage. Oui, il y a un peu une fascination autour des neurosciences, etc., qui aide, on va dire, à ce que tout le monde soit intéressé par ce sujet. Même si je ne fais pas de neurosciences, en fait, et que finalement les neurosciences ont très peu de lien avec l'école à proprement parler, mais c'est... Mais est-ce que vous avez dans votre entourage familial des parents ou quelqu'un qui travaillait dans le milieu scientifique? Toutes les trois? Non, moi non. Par contre, j'ai une maman qui a fait quand même des études à Bac+5, donc je veux dire, en tout cas pour la partie longues études, ça c'était une évidence, en tout cas. Enfin, je veux dire, j'en aurais pas fait, voilà, elle m'aurait pas déshérité, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, j'avais un modèle quand même de maman qui avait fait des études longues. Après, pour la partie sciences, oui, ma maman m'a beaucoup encouragée. Mes profs aussi. Faut le dire. Notamment à l'époque, je voulais faire les Olympiades de physique et donc j'ai trouvé une enseignante à l'école alsacienne qui a voulu... Parce qu'en fait, pour les Olympiades de physique, c'est gentil, mais il faut un prof qui encadre le groupe. Donc même si les élèves sont très motivés, s'il n'y a pas un prof qui est motivé, ça ne marche pas. Et donc moi, j'avais trouvé ça ici à l'école. Et donc je pense que le soutien familial est quand même assez important, hein, je pense, en termes de... Mais c'est vrai pour tous les métiers, ça, mais... Alors, moi, après, ça deviendrait un peu très personnel, mais donc mon père était scientifique, mais il y avait des relations compliquées vis-à-vis le fait de faire de la science potentiellement, vu que le père qui fait quelque chose, le positionnement ensuite peut être plus ou moins comme bonne adolescente. Je voulais absolument pas faire ce que faisaient mes parents, et en même temps, du coup, je pouvais être soutenue, et en même temps, bah non, si tu as les capacités de faire, je sais pas, des maths, pourquoi tu irais faire de la bio, je sais pas quoi. Donc, j'ai été très poussée, à mon avis, dans ma façon de penser, très poussée vers de la curiosité, vers le savoir, vers l'appréciation de plein de choses. Et après, par contre, moi, j'ai envie de dire, c'est pas forcément aussi direct que quand on nous dit « Ah bah, tu devrais faire quelque chose », qu'on ait envie de le faire.
Enfin, je sais pas comment vous êtes vous, mais moi, quand on me dit va faire quelque chose, j'ai envie de faire le contraire. Et donc, du coup, c'est vrai que même si on peut nous pousser vers quelque chose, donc moi, en effet, j'avais envie, je savais pas trop comment prendre mes décisions. Mais ça pouvait tout aussi bien, certes, peut-être être encouragé, mais quand on encourage, ben, ça n'a pas forcément les effets escomptés. Donc, ça aussi, c'est peut-être toujours quelque chose à garder en tête, mais le truc le plus important, c'est d'où ça venait en moi de vouloir faire quelque chose ou autre chose. Ensuite, ce que les gens pouvaient me conseiller, c'était un des aspects qui me permettait de construire ma décision. Et un peu plus généralement, est-ce que vous avez des rôles modèles qui vous ont inspiré Alors, Moi, j'avais Aude dis pas ça. pendant mes Euh, études. Le problème, moi, par exemple, et donc on va peut-être rentrer dans ce sujet-là, c'est que globalement, tous les gens que je voyais qui étaient à des positions qui avaient l'air marrantes, ils n'étaient pas du tout comme moi. C'est-à-dire que c'était beaucoup de gens en sciences. Moi, dans ma tête, les scientifiques, c'était vraiment des gens hyper sérieux au sens qui allaient adorer être tout seuls dans un coin à regarder, comment dire, à résoudre des exercices, quoi. Enfin, c'était vraiment ma vision un peu stéréotypée des choses. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. Et du coup, je me voyais pas du tout faire ça. Donc pendant longtemps, je voyais pas quelqu'un qui était un peu comme moi je pouvais être et qui réussissait, qui faisait des trucs de dingue en sciences, quoi. Et comme moi, c'était aussi des femmes. Et il faut savoir que quand même, j'ai jamais eu de boss qui étaient des femmes. Tous mes mentors sont des hommes. J'en ai eu genre 12. Donc voilà, et donc ça donne un peu une idée que quand on n'arrive pas à se dire ah bah je veux être comme lui, comme lui, comme lui. Donc là les choses sont en train de changer. Actuellement, ma directrice de mon institut est une femme et je la trouve incroyable. Et en ce moment c'est un de mes rôles modèles. Elle s'appelle Yasmine Belkaïd. Elle vient d'arriver, elle a fait plein d'interviews récemment et allez écouter parce qu'elle est incroyable. Elle donne une pêche d'enfer. Et donc maintenant oui, je peux dire que j'ai Yasmine Belkaïd et aussi j'ai eu mes pairs PAIRS. C'est-à-dire que je trouve que mes rôles modèles, c'était pas forcément des gens qui avaient fait un parcours avant moi, c'était les gens qui étaient en train de se construire en même temps que moi. Et donc, il y a une scientifique avec qui je travaille beaucoup. On a fait nos études ensemble, qui s'appelle Flora Vincent. Elle fait de la microbiologie marine. Donc, littéralement, elle va faire des expéditions aux quatre coins du monde. Elle plonge, elle va récupérer des trucs et ensuite, elle les met dans des grosses machines. Enfin, c'est quand même génial. Ça fait un peu Indiana Jones, mais version moderne. Et elle est exceptionnelle. Et elle, c'est clairement une de mes rôles modèles. Mais c'est pour dire que nos rôles modèles, ça peut être aussi les gens autour de nous et pas forcément les gens qui Marie Curie et co, quoi. Oui, surtout si je peux rebondir sur Marie Curie, nous on apprend quelque chose assez rapidement quand on s'intéresse à la question de la vulgarisation scientifique, c'est que par exemple Marie Curie, c'est un exemple très compliqué en fait à donner, notamment aux petites filles. Et moi pour le coup, je me souviens vaguement que j'avais eu un youpi là ou un astrapi sur Marie Curie. Clairement, j'avais retenu qu'elle était morte dans d'atroces conditions, qu'elle avait perdu son mari super jeune, qu'elle avait une vie horrible et qu'elle avait eu 2 prix Nobel. D'accord, c'était super chouette, mais comme dit Aude, je m'identifiais pas à ça du tout. Et si c'était ça ma vie, j'aurais pu faire autre chose, quoi. Donc voilà, donc ça, c'est un truc où j'ai justement appris ça aussi en travaillant avec Aude et Flora chez Wax Science quand on était à la fac. C'est-à-dire que les rôles modèles, c'est bien quand justement c'est des personnes aussi accessibles auxquelles on peut un petit peu s'identifier. Après, pour le coup, je pense que moi j'en ai eu beaucoup personnellement, mais ça va très loin. Par exemple, j'avais lu une biographie un peu romancée de Johannes Kepler quand j'étais ado. Ça m'avait marqué parce que Johannes Kepler, donc c'est un astronome du XVIe siècle qui a découvert la loi qui explique comment les planètes tournent autour du Soleil. Et là où je m'identifiais, c'est que c'était un scientifique qui venait d'un milieu très modeste et qui s'est énormément occupé de sa famille pendant toute sa carrière. Sa mère avait été accusée de sorcellerie. Bon, il avait d'autres problèmes à l'époque, clairement. Donc ça, je me suis pas identifiée sur la partie sorcellerie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était quelqu'un que je trouvais plus humain parce que, par contre, par exemple, Newton ou des gens comme ça qui n'ont pas eu de famille, qui ont fait de la recherche très personnalisée, ou même Einstein, moi, c'était pas des profils qui m'inspiraient du tout. Donc, c'est pour ça que, voilà, il y a je disais en rigolant, il y avait Aude, mais j'avais aussi Kepler, des personnes plus anciennes, mortes, pas mortes, tout va bien. Mais donc ça, oui, effectivement, les rôles modèles, c'est très, très important. Et on se rend compte, pour beaucoup de questions, notamment Alors, les femmes en sciences, c'est la partie la plus évidente du problème.
mais aussi pour toutes les questions de minorité, quelles qu'elles soient, en fait, notamment religieuses, etc., d'origine ethnique. Voilà, je ne vais pas dire des mots compliqués, mais on se rend compte que c'est un problème très grave. Moi, je vois mes étudiants à la fac ou mes étudiantes à la fac, quand ils ne voient pas de profs qui sont comme eux, du coup, inconsciemment, ils se rendent... Enfin, c'est très rare qu'ils se disent qu'ils vont aller faire tel ou tel parcours. Donc ça, c'est vraiment un problème important. Donc on l'a vu, il y a l'importance des personnes, d'abord l'entourage familial, ensuite le milieu enseignant, ensuite certains modèles, que ce soit universitaires ou peut-être médiatiques. Léa, vous avez évoqué la biographie de Kepler, donc il y a aussi, et là je vous remercie du travail que vous avez fait, un accès par la connaissance, par le livre, par les documentaires, et vous trouverez, quand on s'est réunis, on a mis en commun, vous avez mis en commun des ressources conseillées pour que ce soit des ressources écrites ou visuelles, et on a recensé tout ça, que vous trouverez à la sortie, donc surtout n'oubliez pas de partir avec la petite feuille, vous trouverez ça aussi dans un article de Graffiti sur le site internet de l'école. Donc on voit qu'il y a plusieurs portes d'entrée, et pourtant, le thème de ce soir, c'est comment transmettre le goût des sciences. Donc il faut bien que ce soit quelqu'un qui transmette à quelqu'un. Et pourtant, on a l'impression que la culture scientifique souffre un peu. Salma. Ouais. C'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui, quand on parle de culture, on parle plutôt de culture générale. Et est-ce que vous avez l'impression que la culture scientifique est banalisée de nos jours? J'adresse cette question à vous, Léa, en premier. Banalisée ou marginalisée? Oui, moi je me suis rendu compte de ça quand je suis devenue maman. Il y a des trucs qui, moi, me paraissent du coup évidents. Enfin, je fais des maths et de la recherche toute la journée, et de me rendre compte que, voilà, dans un public, donc dans un groupe de futures mamans, etc., lambda, qu'il y ait des personnes, par exemple, qui avaient des doutes sur ce que c'est qu'un millilitre, des choses qui, moi, me paraissent absolument évidentes. Je me suis dit, mais justement, c'est de la culture, c'est de la culture générale, c'est quoi un millilitre, quoi. Je veux dire, dans ma tête, c'est quelque chose dont on a besoin dans la vie de tous les jours, peut-être plus que de savoir qui c'est Napoléon, quoi, presque. Donc, voilà, moi, je me suis rendu compte, effectivement, que la culture scientifique, ce qui est embêtant, c'est que c'est vraiment très, 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 très utile. Je dis pas que la culture générale n'est pas utile. C'est juste que la culture scientifique, aujourd'hui, on vit dans une société ou dans un monde où il y a de la science et de la technologie absolument partout. Et on l'utilise tous, toutes et tous. Et donc, de ne pas savoir des choses, on va dire, qui, moi, en tout cas, me paraissent fondamentales en sciences, je pense que c'est effectivement un problème très grave de société. Et là où c'est aussi un petit problème un problème qui s'aggrave sans être dans le mode c'était mieux avant, etc. Parce que ça, c'est pas vrai. Hein. Si c'était mieux avant, j'aurais pas pu faire de la recherche. La première femme scientifique à être payée pour faire de la science, c'était en 1902. Donc voilà, 1912 même, je crois. Donc voilà, donc c'était certainement pas mieux avant. Par contre, ce qui est culture scientifique, et notamment la façon dont les sciences sont apprises à l'école, au collège et au lycée, là, pour le coup, il y a des chiffres de l'OCDE qui montrent que, mais bon, c'est vrai aussi pour la lecture et le calcul en général, hein, donc c'est que les gens, la part des gens nuls dans ces matières scientifiques, lecture et calcul, augmente en fait avec le temps. Ils font toujours le même test, etc. Et ils se rendent compte que les gens sont de moins en moins bons pour faire tout ça. Donc il y a quand même une grosse question liée à l'enseignement des sciences et à la part des sciences dans les médias, dans la culture générale. Et est-ce que, Aude ou Caliste, vous penseriez peut-être à des solutions pour remédier à ce manque de culture scientifique? Comment remettre la culture scientifique sur le devant? C'est vrai que la culture scientifique, déjà, comme on le disait, il faut que les gens, qu'il y ait des gens qui l'enseignent. Et peut-être justement qu'en France, les professeurs des écoles, les enseignants, etc., n'ont pas forcément, eux non plus, cette culture scientifique. Et peut-être que c'est fait partie on s'aperçoit, par exemple, que même ces personnes, même les professeurs des écoles, par exemple, auraient eux aussi, par exemple, des stéréotypes sur qui réussit ou pas en sciences. Et donc là, par exemple, on a vu qu'il y a l'ADEP qui fait des tests en début de CP et en mi-CP, et on voit déjà que, alors qu'à l'entrée de CP, les filles et les garçons ont le même niveau en maths, en janvier de CP, les filles sont moins bonnes.
Donc les garçons sont meilleurs déjà en maths en début de CP, en janvier de CP, alors que c'était pas le cas en septembre. Et On donc parle là, de CP, là, donc des enfants qui ont 6 ans. ouais. Et comment vous l'expliquez, ça? Et bah, la seule hypothèse, en tout cas, il y a une thèse en ce moment pour essayer de voir si c'est ça, mais la seule hypothèse, c'est que les adultes ont des stéréotypes et pensent que les garçons sont meilleurs en maths que les filles, donc ils doivent véhiculer ça. On ne sait pas encore par comment, mais voilà. Mais donc ça arrive donc oui, très très vite. Ah, vas-y. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à des moyens concrets pour intéresser les jeunes filles de l'UCP Bah, là, je pense que les jeunes filles, elles sont intéressées au départ, hein. Enfin, il y a pas de... Je pense qu'ils sont pas différents. C'est vrai que juste là, pour le coup, ça serait plutôt du côté de l'enseignement qu'il faudrait... Voilà, enfin, pas que l'enseignement, d'ailleurs, même les parents, etc. Ou même déjà à la crèche, on entend par exemple, ah oui, lui, on dirait un petit scientifique quand il met 3 Lego les uns sur les autres. Je suis pas sûre que si c'était une fille, on dirait aussi, ah, on dirait un petit scientifique. Donc, voilà, je pense que ça, c'est aussi peut-être lié à nos stéréotypes. Mais après, plus globalement, moi, dans mes recherches sur les sciences et les maths, on s'intéressait aussi à comment dépasser tout ce qui était conception intuitive, en fait, sur les maths et les sciences. Parce que même quand on l'enseigne, en fait, souvent, en fait, on se borne à enseigner juste la conception intuitive d'une notion. Et finalement, c'est pas hyper intéressant. Par exemple, un exemple classique, c'est de dire que la soustraction, c'est une perte. Or, donc on fait que des problèmes du style combien est-ce qu'il reste, etc. Alors que la soustraction, en fait, c'est une différence. Et donc, en fait, après, on a plein d'autres types de problèmes de maths, par exemple, qu'on peut proposer pour aborder ça. Et donc, une des façons, je pense, de s'y redonner du goût aux sciences, c'est de proposer justement des supports de sciences voilà, très intéressants, que ce soit, je pense qu'on a plein d'exemples aussi dans les sciences voilà, plus biologie, etc. Mais en mathématiques, on peut aussi le faire. Et moi, je fais partie d'un groupe de travail aussi du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Et là, récemment, on a sorti ce qui s'appelle la Problémathèque, qui est accessible en ligne sur le site du Conseil scientifique, où on a recensé en fait des beaux problèmes, entre guillemets. Et c'est pas juste des problèmes un peu insolubles ou quoi, pas du tout. C'est justement des problèmes où on essaye de dépasser toutes ces conceptions intuitives qui nous limitent en fait dans la compréhension des maths. Et pour t'apprendre par un autre exemple, quand dans le cadre de ma thèse, j'avais travaillé sur les fractions et un item que j'avais proposé aux élèves qui a été pour mesurer le niveau sur les fractions, qui avait été repris par la DEP aussi. Et donc au résultat national en 6e, la question était combien y a-t-il de quart d'heure dans 3 quarts d'heure? Et il n'y a que 50% des élèves de 6e qui ont donné la bonne réponse. Alors qu'en plus, dans le QCM, moi dans ma thèse c'était une question ouverte, mais dans le QCM c'était 4 propositions quand même, donc il fallait essayer en plus la première était la bonne. Et donc il n'y a que 50% d'élèves. Et pourquoi? C'est que ça montre en fait une conception intuitive qu'ont les enfants, c'est qu'une fraction c'est un nombre sur un nombre. Donc 3 quarts c'est 3 sur 4, mais c'est pas le nombre 3 quarts en fait. Et donc voilà, par exemple ça met en lumière et c'est des petits travaux tout simples qu'on peut faire avec les enfants et ça on voit aussi l'impact dans la vie de tous les jours de savoir utiliser les fractions dans ce contexte. Si je peux rebondir juste sur la culture scientifique pour peut-être passer du CP à un peu peut-être un autre truc. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une librairie et avez essayé de voir s'il y avait des trucs de science pour réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, d'intelligence artificielle, il y a eu le Covid aussi. Bon, on pourrait penser que quand même il y a beaucoup d'intérêt pour ces sujets-là. J'ai fait plusieurs librairies à Paris où j'ai me balader et il y a toujours des essais passionnants que moi personnellement, je suis pas du tout sociologue, je suis pas politologue, je suis pas historienne, mais je lis tout ça. Je lis les essais qui vont sortir là-dedans parce que c'est passionnant, que j'ai envie de découvrir des choses. Et par contre, est-ce que ceux-là, ils sont présents dans les librairies? Pas vraiment. Pourquoi? Donc à chaque fois maintenant je vais demander au libraire. Donc je vais leur dire ah ouais et pourquoi vous avez rien là-dessus? Et ils me disent parce que moi je ne sais pas choisir ces livres et je veux être sûre de ce qu'il y a dans la librairie. Et ça paraît tout bête, mais en fait on voit très bien le type d'influence que ça peut avoir, c'est que la science, pour autant la sociologie, la politique, même si on n'est pas spécialisé, qu'il y a de la recherche, il y a du travail, ça pourrait être accessible, on pourrait le comprendre. Alors que la science, nous il faudrait qu'on rende tout très vulgarisé, voilà, pour que ce soit accessible. Et encore, il y a toute une partie des choses où ce serait séparé du reste de la culture. Et ça, je trouve ça foncièrement dommage, parce qu'en fait, c'est comme si on le mettait à part, alors que c'est au cœur d'énormément de problématiques.
Et je pense que ça continue de travailler, de se dire « Ah, mais de toute façon, la science est trop compliquée, c'est pas pour moi. » Alors que je sais pas si vous avez déjà essayé de lire de la sociologie comparée. Moi, j'y comprends rien non plus. Et c'est normal, c'est trop spécifique. Donc, je pense qu'il y a quand même tout un type de stéréotypes qui existent là-dessus. Et du coup, par exemple, dans les actions à faire, déjà, c'est d'écrire plus d'essais. Mais aussi... par exemple, moi, j'avais développé des cours de sciences dans des écoles comme en Master 2 d'affaires publiques à Sciences Po. Et je leur fais venir des gens qui étaient des spécialistes scientifiques. Et leur dis, maintenant, vous leur posez des questions exactement comme vous faites ce soir. Et voilà. Et en fait, ils sont très bien capables. Je veux dire, si on est capable de comprendre des sujets d'économie, on est capable de comprendre aussi des sujets-là, si on est capable de bien les mettre en œuvre. Donc, je pense qu'à tous les niveaux, il n'y a pas que à l'école, parce que si on se dit qu'on arrête à l'école, enfin, que de toute façon, après l'école, c'est trop tard, en fait, la culture scientifique, c'est à tous les âges et en permanence. Pardon, moi, je voulais excusez-moi. juste- pardon. Mais est-ce qu'il y a des obstacles identifiables, justement, qui retiennent, par exemple, les jeunes de s'engager dans la science, ou que, par exemple, la science est finalement, comme vous dites, un peu sous-représentée dans les librairies? Est-ce qu'il y a des obstacles à ça? Oui, il y en a beaucoup. Bon, déjà, on l'a déjà dit, les métiers scientifiques, c'est généralement des métiers très peu connus. Quand on va voir des jeunes, qu'on leur demande de parler d'un métier scientifique, généralement ils disent astronaute. Bon, astronaute, faut pas se mentir, c'est pas un métier, hein. Enfin, je veux dire, vous vous réveillez pas un jour en disant ah, demain je vais être astronaute. Enfin, si, il y en a peut-être 2 en France qui ont réussi à faire ça, là, Thomas Pesquet et non, Sophie. J'ai un trou sur son nom de famille parce que comme c'est une femme, j'ai retenu que le prénom forcément. Bref, donc Sophie Adenau. Adenau, merci beaucoup. Excusez-moi de rétablir Non, mais l'égalité. très bien, merci beaucoup. Donc tout ça pour dire que moi, ça me fait toujours un peu de la peine quand les enfants, ou même les ados, hein, parce que parfois j'ai des stagiaires de seconde qui viennent me voir, en me disant, donc ils font un stage à l'Observatoire de Meudon, on fait de la recherche en astrophysique, en me disant je veux être astronaute. C'est un peu comme si ils faisaient un stage, je sais pas moi, dans une bibliothèque pour dire je veux être, je sais pas moi, acteur de cinéma, quoi. Non, c'est un métier certes scientifique, mais c'est pas lié à l'astrophysique. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a quand même ça, des images très stéréotypées qui sont véhiculées pendant très longtemps. Et donc, les métiers qui sont connus, c'est des métiers inaccessibles. Donc, forcément, en termes de carrière, moi, je me mets à la place des parents, là, dans la salle. Votre enfant, il vous dit qu'il veut être astronaute. Vous lui dites, mon amour, tu vas peut-être faire, je sais pas, une école de commerce ou quelque chose qui va te permettre de gagner ta vie. Et puis, on verra plus tard pour astronaute. Donc, c'est pour ça que, déjà, faire connaître les métiers scientifiques, c'est absolument primordial. Et puis, surtout, là où la question elle est hyper compliquée, c'est qu'en fait, justement, c'est une question super compliquée. Et donc, en fait, il n'y a pas une solution qui va marcher. Il faut vraiment continuer tous les efforts de tous les côtés. Et c'est ça qui est assez épuisant quand on est chercheur. C'est que, comme justement, il y a encore beaucoup que des gens d'un certain niveau d'études qui sont actifs dans la vulgarisation scientifique. Alors, ça commence à changer, parce que heureusement, maintenant, il y a des masters de vulgarisation scientifique. Enfin, il y a des moyens de ne faire que de la vulgarisation scientifique sans être chercheur. Mais ce que je veux dire, enfin bref, je suis en train de me perdre dans ce que je suis en train de dire, mais ce que je voulais dire, c'est que il faut vraiment que ce soit un combat partagé à tous les niveaux. Les stages de 3e, il y a une étude qui a montré que justement, c'est pas suffisant, par exemple, pour motiver notamment les filles à faire des sciences. Donc on peut pas juste se dire, bon, les jeunes, ils vont faire des stages, ils vont découvrir les métiers scientifiques, ça va bien se passer. Les interventions dans les classes, quand on va voir 30 gamins, il y en a peut-être 2 ou 3 que ça va vraiment toucher. Donc pareil, c'est pas ça qui va suffire. Mais si on arrête, c'est triste aussi. Donc il faut continuer sur tous les niveaux. Et par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé, notamment grâce à Wax, mais sur la question du jeu. Et ça, c'est à double tranchant, en fait. Donc, d'un côté, en faisant des jeux scientifiques, je me suis rendu compte que j'attirais, notamment sur les stands, dans les musées, les fêtes scientifiques, j'attirais des gens qui ne se seraient pas sentis en confiance pour venir m'écouter si j'avais juste fait une conférence, par exemple. Donc, d'un côté, j'ai touché des publics beaucoup plus larges que ce que j'aurais pu faire si j'avais pas fait ces jeux. D'un autre côté, quand il s'agit d'en faire son métier, ça c'est une question un peu différente, parce que là, le goût des sciences, c'est différent, on peut transmettre le goût des sciences à la société, donc là, pour ça, les jeux scientifiques, par exemple, c'est quelque chose qui est en train de vraiment exploser, les podcasts aussi scientifiques, les chaînes YouTube, etc. Par contre, que ce soit les chaînes YouTube, les jeux, etc., c'est pas du tout ça qui décide quelqu'un à faire un métier. Et donc là, par exemple, pour les filles, pour la question des filles en sciences, quand on interroge des jeunes filles de 3e et des jeunes hommes de 3e sur comment ils qualifient les sciences, chez les garçons, le premier adjectif qui sort, c'est utile, et chez les filles, c'est difficile.
à pas peu de choses près, mais c'est quand même intéressant qu'il y ait une différence là-dessus. Et donc, pour montrer que la science, on peut en faire son métier, pour le coup, notamment auprès des jeunes filles, maintenant, je me force à pas en faire un jeu, justement, mais à vraiment expliquer à quoi ça sert, ce que je fais dans mes recherches. Donc, c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas une bonne solution. Il faut vraiment jouer sur tous les plans. Et donc, nous, perso, on n'est jamais bon sur tout. Donc, c'est pour ça aussi qu'il faut travailler avec des associations, avec des réseaux, la presse, les médias, etc., pour que ce soit un combat collectif. Dans ce que vous dites, on voit qu'il y a deux problématiques. Il y a transmettre le goût, c'est-à-dire pour faire des bons citoyens qui auront un avis éclairé, et transmettre le goût pour en faire son métier, ce qui n'est pas forcément la même question. Caliste, comment est-ce que vous expliquez à nouveau ces différences de perception de difficultés entre les garçons et les filles? On a prévu passer un moment par les garçons et filles, ce sera tout à l'heure, mais je voulais rebondir sur ce que disait Léa. Pourquoi est-ce que c'est utile ou difficile? Bah, je pense que ça rentre dans les stéréotypes, oui, qu'on peut avoir, que les filles, enfin peut-être que les garçons font des choses plus difficiles que les filles, mais je pense que c'est un peu plus même général. En fait, c'est un peu, au-delà des différences filles-garçons, c'est qu'il y a aussi un état d'esprit qu'il y a par rapport aux sciences, où finalement, maths et sciences, on considère plutôt qu'on est soit bon, soit nul. Alors qu'en français ou dans d'autres matières, on a plus d'histoire, on a plus le sentiment qu'on peut progresser. Et cette idée de mindset, d'état d'esprit, où on se dit qu'on est dans une case et que l'intelligence, elle est soit fixe, qu'elle est fixe quand on est soit bon, soit mauvais en maths, et elle est très forte en France, en fait. Et justement, dans les dernières études PISA, ils remesuraient de nouveau ce qu'on appelle le growth mindset, donc l'état d'esprit de développement. Et il demandait, est-ce que l'intelligence est selon vous une de vos caractéristiques que vous ne pouvez pas changer? Et 50% des élèves français disent que oui, on ne peut pas changer son intelligence, on est soit intelligent, soit pas intelligent. Et c'est vraiment différent des autres pays. On est un des plus bas. Et en fait, donc voilà, et on voit qu'en fait, les enfants qui ont un état d'esprit, qu'on va dire, de développement, vont être souvent avoir des meilleurs résultats scolaires. Parce qu'en fait, ils voient pas l'erreur comme quelque chose qui les catégorise d'un côté ou d'un autre. Parce qu'en fait, si on voit l'erreur comme problématique, si on est mauvais, et on va se dire, voilà, j'ai fait une erreur, ça montre que je suis encore plus mauvais, etc. Et si on est bon et qu'on fait une erreur, on se dit, ça va m'enlever mon statut de bon. Et donc, ça nous stresse aussi. Alors que si on se dit, l'erreur, c'est juste la preuve que je suis en train d'apprendre, et que donc, oui, comme je suis en train d'apprendre, il y a des choses difficiles, et donc je fais des erreurs, et je continue, et je progresse, et là, on est dans cet esprit de développement, et on se dit que son intelligence peut progresser, et donc, on est plus enclin à faire des choses difficiles, et on a des meilleurs résultats scolaires. Ouais, alors je trouve ça passionnant, ce côté d'intelligence fixe ou pas, parce que c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'on peut être nul, par exemple, en français ou en langue, mais apprécier, par exemple, la littérature. Et c'est pas corrélé. Alors que les gens se disent que s'ils se pensent nuls en sciences, ils peuvent pas apprécier la science. Alors qu'il n'y a pas de raison particulière pour ce cas-là. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça m'arrive de plus en plus de donner des conférences devant des parterres de gens qui connaissent rien en sciences. Donc récemment, par exemple, je donnais une conférence pour les gens qui veulent donner de l'argent à l'Institut Pasteur. Donc voilà, c'est genre des gens qui sont dans des entreprises, etc. Et systématiquement, ils viennent me voir et me disent « Alors, moi, je suis nulle. » Et c'est le premier truc qu'ils me disent, quoi. Ils me disent, moi, je suis nulle, mais par contre, j'ai compris ce que vous avez dit. Après, ils ont dit, et puis c'est génial, vous avez vraiment l'air passionné, et c'est super de voir des gens passionnés. Donc, en fait, ils comprennent l'intérêt et la passion, et ils comprennent le raisonnement, mais le postulat de départ, c'est, je suis nulle. Donc, il y a cette limite, mais derrière, ils aiment bien, et ils ont compris quelque chose, et ils me posent des questions, et elles sont pertinentes. Mais il y a cette barrière-là qui est hyper présente. Et du coup, je pense que ce concept d'intelligence fixe, c'est super. Mais on retrouve, moi, c'est quelque chose qui me choque beaucoup, justement, et que le constat, là, je suis nul, c'est quelque chose que j'ai vu aussi des dizaines de fois, mais je trouve ça extrêmement étonnant comment c'est acceptable de le dire. Il n'y a personne qui vous dira, parlez-moi du conflit israélien. Ça serait bien, parce que moi, je suis nul. Alors, Israël, je ne sais pas où c'est sur la carte. Ou parlez-moi de littérature, parce que moi, j'ai lu mais aucun livre. Alors là, parlez-moi, personne n'oserait. Sur les sciences, on peut y aller. Même de mes éminents confrères qui reçoivent des Nobel sur des matinales radio, ils peuvent dire expliquez-moi quelque chose, je n'ai pas de questions à vous poser parce que j'ai rien compris. Mais ça ne pose pas de problème. C'est quand même très, très étonnant. Il y a
acceptation dans la société qu'on peut être nul en sciences. Justement, pour contrer cette acceptation, est-ce qu'on ne devrait pas, dès le plus jeune âge, instaurer des moyens pour les jeunes de s'intéresser aux sciences, et particulièrement dans le milieu scolaire? Est-ce que vous pourriez proposer des solutions? Oui, ça, je pense que Alors moi, par exemple, j'ai été très frappée par quelque chose, c'est qu'un bébé donc un peu plus d'1 an, si vous lui dites à un moment donné qu'il y a la lune dans le ciel, il va la trouver chaque fois ensuite. Et moi, ça m'a fascinée. Et moi, je pensais qu'il y avait, comme j'étais une maman fière, je pensais qu'il n'y avait que ma fille astrophysicienne qui savait ce que c'était que la lune. Et en fait, non. Un enfant, n'importe quel enfant à qui vous montrez la lune une fois, va la reconnaître dans le ciel, va la reconnaître sur les livres, les illustrations, etc. Donc, le côté intérêt pour les sciences, je pense que c'est aussi, en tant qu'adulte, se dire qu'il faut le cultiver chez les enfants, dès le plus jeune âge, c'est vrai, et surtout sans a priori, sans se dire, justement, cette personne ne va pas savoir ce que c'est qu'une planète, etc. En plus, généralement, les enfants savent beaucoup plus de sciences que les adultes, parce que la littérature enfantine, les magazines, etc., sont très très riches. En connaissances, c'est hallucinant. Il y a des enfants, ils savent ce que c'est qu'un trou noir, ils savent ce que c'est... Enfin, ils savent... Non, ils ne connaissent pas les équations de la relativité générale qui permettent d'expliquer le fonctionnement du trou noir, mais je veux dire, ils savent ce que c'est qu'un trou noir. Et moi aussi, je suis frappée quand je fais des interventions dans les fêtes de la science, etc., notamment quand je fais des jeux scientifiques. Les enfants, ils viennent sans aucun problème. Par contre, les parents, ils sont très drôles. Ils disent non, je veux pas jouer, mais je vais regarder mon enfant. Ça me fait beaucoup rire. Moi, je dis non, vous allez peut-être pouvoir aider votre enfant à répondre à des questions en participant au jeu. Donc moi, sensibiliser les parents, je trouve que c'est extrêmement important. Les enseignants, on en a un peu parlé, mais il y a effectivement un énorme travail de formation des enseignants, parce que ça, c'est un constat qu'on avait partagé... que j'ai partagé avec beaucoup de personnes, donc c'est pas du tout moi qui ai trouvé cette idée-là, mais c'est que, notamment dans l'enseignement en primaire, les institutrices sont souvent des femmes qui, en plus, ont arrêté les sciences très tôt en termes d'école. Donc, en fait, elles se sentent pas légitimes à enseigner les sciences, alors que moi j'ai dit, la culture générale scientifique, ça peut être une dictée sur les planètes du système solaire. On n'est pas obligé de faire un cours sur la relativité générale en CP. Enfin, je veux dire, c'est... Ça aussi, je pense qu'il y a un problème aussi, notamment de la façon dont les programmes sont écrits. Je m'étais penchée une question un moment sur l'écriture des programmes de sciences en primaire. C'est d'un compliqué. Enfin, je dirais, on a l'impression qu'il faut tout de suite faire très compliqué pour enseigner les sciences, alors qu'en fait, non, il y a de la façon de faire des sciences... de manière très pratique, très vite. Je pense qu'au collège-lycée, il y a un très grave problème, c'est la décorrélation entre les maths et le reste, parce que moi, j'ai compris à quoi ça servait les maths quand j'ai fait les Olympiades de physique, quand j'ai tracé ma courbe de vitesse de mon bateau à eau, et qu'on s'est rendu compte que c'était la dérivée de la position. J'ai trouvé absolument ça génial. J'ai compris ce que c'était qu'une fonction dérivée en faisant de la physique. Parce que moi j'ai eu une période où j'étais très très nulle en maths, pour le coup. Heureusement que je me suis pas dit que c'était définitif, parce que sinon j'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a des trucs à tous les niveaux. Après, pour les adultes, effectivement, les médias, je sais pas, il devrait y avoir une formation scientifique, mais même de base, des journalistes en général, comme tu l'as dit. Le côté prix Nobel interviewé sur France Inter, où limite on se fout de sa gueule parce que c'est compliqué ce qu'il dit. Moi j'ai eu du mal, surtout qu'en plus j'ai été avec mes étudiants à une conférence de prix Nobel la semaine dernière à la Sorbonne. C'est ce qui était génial, l'explication était d'une clarté extraordinaire. Donc c'est des personnes qui sont extrêmement compétentes pour transmettre ce qu'elles savent faire et ce qu'elles ont fait. Donc partir du principe que par défaut ça va être incompréhensible ce qu'elles disent, et voilà, c'est triste, je trouve, personnellement. Et après aussi, je pense qu'il y a quand même un effort à faire côté chercheur. Côté chercheur, alors je parle de chercheurs, je pense aussi dans le milieu industriel, et toutes les personnes qui font des sciences à un certain niveau. C'est-à-dire que, pour le coup, dans la formation des chercheurs et dans la carrière des chercheurs, ce qui est valorisé, c'est, heureusement, l'excellence scientifique. Mais il y a encore une part trop petite qui est laissée, je pense, à l'appréciation des qualités de transmission des connaissances. Ce qui fait que parfois, il y a des gens qui sont effectivement très experts dans leur domaine, très très bons sur le plan scientifique, mais absolument nuls en communication scientifique, et qui du coup renforcent ces stéréotypes, parce que quand ils passent dans les médias, quand ils vont dans les écoles, ils donnent des explications tellement compliquées que pour le coup, personne ne comprend. Et comme ces personnes-là parfois sont érigées justement en modèle, en rôle modèle, etc., ça complique beaucoup le travail, parce qu'ensuite on a des personnes qui sont portées au nu, alors qu'en fait
elles n'ont pas fait l'effort, elles, de se remettre en question sur comment on fait pour parler de son travail ou de la science en général à un niveau accessible. Donc je pense qu'il y a aussi un côté à faire pour dans les carrières des scientifiques de haut niveau, sur plus valoriser Parce qu'a priori, ça le fait aussi travail. partie de leur mission. Oui, moi je suis maîtresse de conférence. Dans les fiches de poste de maîtresse de conférence, une de mes missions, c'est la transmission de la connaissance scientifique au grand public, aux institutions. Donc si un jour je vais travailler avec un député, quelqu'un qui bosse à la Commission européenne, etc., ça fait partie de mon travail. Le problème, c'est que pour les avancées de carrière, etc., les concours même d'accès aux postes permanents, pour l'instant, c'est reconnu vraiment à niveau de recherche équivalent. Donc parfois, voilà, il y a des gens qui ont des postes de chercheurs, et heureusement, ils sont très bons en physique, mais qui après se remettent, je pense, pas suffisamment en question sur le côté comment ils peuvent après progresser en transmission des connaissances. Aude, vous vouliez réagir? Oui, alors moi, en fait, c'est pour dire qu'il y a un aspect auquel on passe à côté un peu pendant, j'ai l'impression, beaucoup de choses on va dire, dans l'enseignement des sciences, en tout cas dans mon expérience, c'est le côté qu'on a l'impression qu'en science, tout est toujours... on nous enseigne la science en mode c'est comme ça, on apprend que c'est comme ça. Alors qu'en fait, la science en train de se faire, c'est le contraire. C'est de l'expérimentation permanente. On ne sait pas ce qu'on fait, on teste plein de trucs, etc. Et c'est pas du tout l'image qu'on a. Et pareil, c'est un métier, en fait, extrêmement créatif. Et en science, il y a beaucoup de créativité. Et il y a beaucoup de poésie, selon moi. Et c'est des valeurs à côté desquelles on passe beaucoup dans l'enseignement quand on doit à chaque fois devoir résoudre un exercice. Et donc, il y a des qualités qu'on imagine et qu'on prête on va dire, à la science due au fait de la façon dont est enseignée, alors que pour moi, la pratique de la science, elle est tout aussi variée que ne peut l'être n'importe quelle discipline. Et donc, du coup, en montrant qu'une facette, on passe complètement à côté de certaines. Et je pense que enseigner la science, comme tu dis, pour moi, ça pourrait juste être sortir dans la rue et aller regarder des feuilles et se dire, ah bah tiens, pourquoi c'est vert? Enfin, et après, non mais, enfin, il y a 14 000 questions scientifiques qui arrivent. Et je pense que d'ailleurs, moi, à chaque fois que je rencontre que ce soit des enfants ou tout le monde a toujours des questions. Comment fonctionne mon corps? Enfin, après, je suis biologiste, donc il va avoir tendance à... mais pourquoi les feuilles sont vertes? Ah bah tiens, c'est trop marrant les documentaires animaliers. Une passion documentaire animalier, mais personne ne se dit que c'est de la science. Enfin, donc pour moi, c'est vrai qu'il y a tout cet aspect-là où de temps en temps, ou de l'expérimentation aussi très manuelle, au sens pas faire des trucs super compliqués, mais juste expérimenter au sens qu'on peut imaginer faire joujou en fait, ça c'est quelque chose à côté duquel on passe, et du coup on a toujours peur d'avoir tort en science. Et ça, c'est triste parce qu'en fait, c'est le métier où il faut aimer se tromper, quoi. Et on se trompe tout le temps. Sortir de sa zone de confort. C'est comme ça qu'on dit, en grand. Alors, la recherche, c'est sortir de sa zone de confort. Travailler en équipe, discuter avec des gens qui vont dire, moi, par exemple, j'ai jamais su, on nous fait, dans les études en bio, on nous fait couper des racines de plantes avec des scalpels de façon hyper fine. C'est un truc niche, quoi. Moi, mais je suis incapable de faire ça parce que je suis hyper maladroite. Mais ce que j'ai appris, c'est que je pouvais collaborer avec quelqu'un qui était capable de couper des trucs de façon hyper fine et hyper précise et hyper bien. Et qu'après, moi, derrière, je pouvais faire l'hypothèse que quand je la regardais au microscope, c'était nickel. Travail d'équipe. Mais ça aussi, on n'y pense pas forcément qu'en fait, ça peut aller faire... que c'est un super métier pour aller collaborer avec plein de gens, justement à l'international, tu l'as dit. Et donc, c'est des dimensions auxquelles on passe complètement à côté. Moi, je me rappelle, dans ma tête, j'étais sûre, quand j'étais au lycée, de vouloir travailler en partie avec l'international pour ouverture d'esprit, truc machin. Mais j'avais pas la science en tête. Pour moi, c'était, je sais pas, les associations, la diplomatie, enfin, ce genre de choses, mais clairement, c'était pas la science. Alors que je pense qu'au quotidien, je veux dire, notre langue de travail, c'est l'anglais, on travaille avec des gens du monde entier, on rencontre des gens du monde entier, donc tous ces aspects-là de la science qui sont en fait là, et ben on passe à côté. Donc c'est quand même un peu dommage, selon moi. Alors, on a parlé des enseignants, on a parlé des chercheurs. Oui, mais comment ça se fait justement que cette créativité, que cette passion finalement pour la science n'est pas bien transmise finalement et pas connue du public et connue des jeunes? Je sais pas, vous nous dites, non? Qu'est-ce qui se passe dans vos études aujourd'hui? Vous ne pensez pas qu'il y a un problème peut-être dans les programmes scolaires au lycée? C'est à vous de me dire.
Et vous pensez pas Enfin, qu'il y a... j'aurais tendance à te retourner la question. Comment Ok. tu as appris les sciences récemment? Qu'est-ce qui fait que tu vois pas la passion? Et qu'est-ce qu'il t'aurait fallu pour que tu sentes ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est cette créativité-là que je trouve pas forcément connue du public et connue des jeunes, et notamment au lycée. Enfin, vous pensez pas qu'il y a peut-être un problème dans les programmes scolaires et Si, qu'on nous bah, apprend si, trop enfin, peut-être le côté c'est ce- plus je pense que c'est ce méthodique. que je voulais dire par le côté décorréler les maths et les sciences, par exemple. Mais j'aurais pu dire décorréler les sciences et les arts ou décorréler d'autres choses. Après, bon, faut être dans la pratique. C'est vrai que on est dans un cadre scolaire qui fait qu'on a besoin de notes, par exemple. On a besoin d'évaluer les gens. On a besoin. Alors, non, mais c'est pas immuable. Hein. Mais actuellement, moi, ça me fait toujours rire parce que quand je vois des jeunes qui veulent faire de l'astrophysique, qui sont au collège, lycée, je leur dis surtout vous gardez les maths parce que on fait des maths toute la journée. Et souvent ils me répondent oui mais j'ai pas des bonnes notes en maths donc je vais arrêter les maths. Et moi dans ma tête je dis mais non parce que tu vas jamais réussir à faire de l'astrophysique si tu fais plus de maths. Donc il vaut mieux, de mon point de vue de chercheuse, continuer à faire des maths avec des moins bonnes notes que d'arrêter les maths parce qu'on n'a pas des bonnes notes. Et du coup, ça m'a frappé, c'est qu'effectivement, on est là, en tout cas en France, hein, comme tu dis, là, on est en train de faire un débat sur une situation qui est quand même assez aussi française. Il y a aussi une autre question, c'est la façon dont les autorités, la France avec un grand F, présentent les sciences. J'avais été très frappée dans un forum mondial de femmes d'une présentation d'une personne qui avait étudié la progression des femmes dans les carrières scientifiques et marqué que en fait c'était souvent dans des pays dont j'aurais jamais pensé, par exemple au Moyen-Orient, etc., où il y avait la plus forte progression. Alors bon, déjà faut pas se mentir parce qu'ils partaient de zéro, donc forcément ça fait forcément une plus grosse progression. Par exemple au Royaume-Uni, ils ont instauré des femmes scientifiques beaucoup plus tôt qu'en France, donc ils ont forcément eu un delta après récemment, en tout cas moins important qu'en France. Mais ce qui était intéressant, c'est que c'était des pays dans lesquels l'État faisait des campagnes en disant on veut aller sur la Lune, on veut, etc. Et en fait, les femmes, et justement, ça revient un peu à cette question d'utilité. On est, je dis les femmes parce que voilà, mais ça parle. Je pense que ça parle aussi aux garçons. Hein. Quand on veut se lancer dans un métier, on a envie d'être utile. Enfin, on a envie de gagner de l'argent, on a envie d'être utile. Grosso modo, c'est les deux catégories de motivation. Ou être célèbre, peut-être. Ça peut être une motivation, je sais pas. Mais donc gagner de l'argent, ce que je disais, le problème, c'est la méconnaissance des métiers scientifiques. Donc ça, il y a des travaux à faire avec les conseillers d'orientation, etc. Mais aussi, je disais, être utile. Et donc être utile, il faut se sentir soutenu par la société. Donc ça va par les parents, on l'a dit tout à l'heure, soutenu par les amis, etc. Donc par exemple aussi un truc idiot, mais que sur les réseaux sociaux, il y a quand même très très peu de vidéos scientifiques, c'est triste. Enfin, alors qu'on pourrait faire des... Enfin, je veux dire, on fait bien des vidéos sur plein de trucs, on pourrait faire plus de vidéos. Il y en a, hein, des vidéos sur les sciences, mais voilà. Alors justement, Donc, c'est une question, je vous interromps parce qu'on avait prévu de parler longtemps des inégalités femmes-hommes, mais on voulait parler avant justement des réseaux sociaux. Je sais pas si Inès... Est-ce qu'avant des réseaux sociaux, moi je suis quand même hyper curieuse parce qu'on nous demande, nous, en tant que scientifiques, de résoudre le problème de partager notre passion. Mais en fait, je vois pas pourquoi ce serait à nous de le résoudre. Enfin, en fait, pour moi, genre, je veux bien, hein, à chaque fois qu'on me demande viens parler, viens discuter, viens avec plaisir. Mais en fait, moi, je suis nulle à savoir comment faire ça. Je veux dire, je suis pas prof au quotidien ou je suis pas, enfin, et je suis pas élève. Et je pense qu'en étant élève, c'est vous qui savez le mieux comment vous voudriez apprendre la science. Genre, si je vous dis ouais, c'est génial, on pourrait expérimenter, je vous dis tout comment ça peut être. Et après, ce serait à vous, avec vos profs ou avec d'autres gens, de nous dire bah en fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est ça, ça, ça. Après, moi, si vous me donnez un cahier des charges, je le fais, pas de problème. Mais en fait, moi, en tant que scientifique de là où je suis, je vais que avoir des idées reçues de ce que vous avez besoin. Et ça, c'est pas constructif. Parce que ça veut dire que je vais juste plaquer ma vision en me disant ah, moi, c'est ça que j'aurais voulu. Mais déjà, ça fait longtemps qu'il était élève. Donc, il n'y a plus la bonne vision et nos souvenirs se déforment. Mais donc, du coup, je trouve ça passionnant comme conversation. Mais c'est plus à vous demander, genre, en fait, il faut demander aux gens qui sont en ce moment en train d'apprendre la science qu'est-ce qu'ils voudraient avoir et qu'est-ce qu'ils aimeraient voir. Mais donc, ce serait pas une bonne idée peut-être de mettre en relation des élèves de lycée avec des scientifiques pour peut-être contrer cette problématique? Par exemple. Ouais. Et moi, je sais pas comment vous voyez les choses, mais moi, j'ai l'impression que quand on vient nous solliciter pour des choses comme ça, on est beaucoup à être ravis de le faire. Parce qu'en plus, by the way, quand les gens nous posent des questions
sans avoir une grosse formation scientifique, souvent elles sont hyper pertinentes. Parce que c'est des questions que personne n'ose poser, parce que tout le monde dit on sait que c'est pas résolu, alors qu'en fait, souvent, elles sont hyper pertinentes. Et comme on paye nos recherches avec vos impôts, Mais il y a un moment dans notre vie où il faut qu'on réussisse à expliquer pourquoi c'est utile ce qu'on fait quand même. Enfin, je veux dire, moi j'en Mais suis rendu voilà, compte. mais je pense que toute cette question de comment passer le goût des sciences, en vrai, vous devriez pas la poser à des gens qui l'ont, mais à ceux qui sont partis. Parce qu'en fait, c'est eux qui l'ont pas eu. Nous, au final, on est encore là. Ça veut dire que ça a marché, on l'a, le goût des sciences, on a réussi à nous le transmettre d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, c'est ceux qui l'ont pas eu. Et du coup, c'est pour ça que je pense que typiquement, le lycée ou quoi que ce soit, c'est hyper intéressant comme échelle d'études, si je devais faire des, des petites expériences. Parce que justement, il y a encore accès à ces gens-là, alors qu'après, on les a moins. Quoi. Donc, Enfin, une voilà. première solution Ok. serait mettre en relation des élèves et des chercheurs. par Aussi, exemple. je pense que dans l'enseignement, quand on nous apprend finalement les sciences, on nous apprend beaucoup la méthode et pas forcément l'histoire, qui a d'ailleurs pas forcément à quoi ça sert. Contrairement par exemple à, je pense à l'histoire notamment, qu'on a l'impression d'être beaucoup plus inclus quand on nous parle même de Napoléon, parce que c'est avec le code civil, etc., ça nous concerne aussi dans la vie de tous les jours. Et je trouve qu'on nous transmet pas que aussi par exemple la physique et les maths, ça nous sert quand on est en fait en contact avec la vie et les choses de voilà. Voilà, Tout ce deux que je voulais pistes de dire. réflexion, du coup, Voilà, petite vous réflexion. pourrez faire remonter. Pour revenir sur les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose qui est très actuel. On est tout le temps dans l'instantané et les effets de mode. On ne peut pas négliger l'impact de ces réseaux sur ce qui est considéré comme intéressant ou ne l'est pas. Donc, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont des ressources qui valorisent les sciences? Allez. Ouais, à fond. Non, mais en fait, c'est marrant parce que faut savoir que vous pourrez imaginer que les scientifiques, ils seraient. J'adore parce que les scientifiques s'imaginent toujours en dehors de la sphère et super objectif et qui seraient pas du tout à être sur les réseaux. Enfin, même entre eux. Mais il faut savoir qu'il y a, comme toute catégorie de gens, il y a des trucs sur les réseaux sociaux de scientifiques, par exemple, avec des grosses modes. Alors, il y a des trucs hyper à la mode et ça va permettre de lever plein de l'argent, un peu comme d'autres choses. Je sais pas si vous avez vu récemment, mais par exemple, c'est vachement la mode des trucs comme ChatGPT. Voilà. Donc, c'est la mode. Et ça veut dire quoi que c'est la mode en sciences? Et ça passe vachement par les réseaux sociaux où il y a des stars. Je rigole pas, hein. C'est dans les milieux scientifiques, hein, mais ça reste, c'est pas Taylor Swift, quoi. Mais des gens qui sont des stars de ça et qui vont poster des trucs. Alors, tout le monde regarde, c'est retweeté des millions de fois. Et qu'est-ce qui se passe? Derrière, il y a des gens qui vont dire ah, c'est génial, du coup, on va mettre plein d'argent pour développer une compagnie. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent derrière. On va les publier dans les meilleurs journaux, ça va être partout dans les médias. Donc, en fait, il y a un intérêt et c'est le cas. La question, c'est quel public? Parce que si c'est les réseaux sociaux pour le public, c'est sûr que quand Alain Aspect a eu le prix Nobel, je suis pas sûre qu'en fait, on ait beaucoup parlé de sa découverte. Donc, ça va être au sens, les gens ont dit il y a eu un prix Nobel, mais pas vraiment qu'est-ce qui a été découvert, ou ils ont essayé, mais c'était pas forcément clair. Mais donc, je pense que oui, les réseaux sociaux peuvent être passionnants d'un point de vue science parce que justement, ça montre l'excitation des gens pour un thème à un temps défini. Mais voilà. Enfin, Ouais, ça dépend des réseaux sociaux. Parce que, par contre, il y a quelque chose que moi, je me suis rendu compte en étant sur les réseaux sociaux de vieux, hein, je ne suis pas du tout sur TikTok, par exemple, c'était que il y a aussi pas mal, enfin, ça dépend de la façon dont le réseau social est fait, parce qu'il y en a certains qui vous poussent à en gros dire j'aime, j'aime pas. Et le problème de la recherche, de la science, etc., c'est que la science, c'est pas oui ou non, c'est très nuancé, on est dans l'art de la nuance poussée. Il y a des choses qui sont vraies dans un certain référentiel, par exemple, en physique, et qui sont plus vraies dans un autre. Il y a des questions aussi qui parlent différemment d'une communauté à une autre. Moi, par exemple, je travaille sur les plasmas, mais c'est pas du tout le même plasma que les plasmas biologiques, par exemple. Ça n'a rien à voir. Donc, il y a des choses comme ça, où on a besoin de nuances, on a besoin de discussion pour faire comprendre et faire passer des messages. On ne peut pas toujours tout raconter en 160 caractères, etc. Donc, il y a aussi ce frein-là, je pense, de certains formats de réseaux sociaux qui font que du coup ça donne une image vraiment très simplifiée et du coup moins intéressante de ce qu'on fait. Mais par contre, voilà, j'avais lu un article, donc je crois que c'était, je sais plus si c'était dans la recherche ou dans un magazine comme ça spécialisé scientifique, donc par contre montrait que les vidéos de scientifiques, il y en a des chaînes scientifiques sur les réseaux sociaux, que par contre, elle ne touchait que des publics qui étaient finalement déjà sensibilisés aux sciences. C'est-à-dire qu'un jeune qui vient d'une cité, enfin j'exagère exprès, hein, je fais un gros cliché, mais qui en gros
a jamais entendu parler de science de sa vie, bah justement, les réseaux, les algorithmes font que jamais il va tomber sur une vidéo de C'est pas une porte d'entrée. Oui, ce que je voulais Céleste. ajouter, c'est justement que les réseaux sociaux, ça enferme. Donc, ils vont jamais proposer quelque chose d'autre à quelqu'un. Il va toujours proposer le même type de contenu. Donc, non, je crois pas que les réseaux sociaux soient une piste pour permettre de vulgariser, enfin, de faire connaître à plus grand nombre les sciences. Parce que c'est le principe de leur algorithme. C'est pas de vous faire connaître d'autres choses, c'est de faire connaître des choses que vous aimez déjà. On va changer de thème. J'ai Vas-y. une dernière question. En fait, c'était plus sur ChatGPT et l'intelligence artificielle, puisque les hommes, on sait qu'ils sont bien plus représentés dans le domaine informatique que les femmes. Et donc, par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce que ça a un impact finalement, parce que c'est prédominant finalement dans nos vies, et c'est peut-être ce qui va nous diriger plus tard et qui a un énorme impact. Donc, je voulais savoir ce que vous en pensez, Aude, puisque vous avez écrit un livre qui s'appelle L'intelligence artificielle pas sans elle. Alors, malheureusement, la réponse est oui. C'est hyper biaisé. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, les intelligences artificielles, elles apprennent ce que la société leur donne. Et donc, en fait, elles sont méga biaisées parce que la société est méga biaisée. Est-ce que ça va être pire que, disons, un recrutement va être plus sexiste parce que c'est une intelligence artificielle qui le fait? Pas vraiment, ce sera déjà sexiste, en fait. Mais par contre, on peut éviter qu'il y ait un côté un peu systématique et surtout, on peut imaginer comment on pourrait entraîner et il y a d'autres biais que les données d'entraînement, mais comment on pourrait entraîner des intelligences artificielles pour qu'elles soient moins biaisées que nous sur plein de choses. Donc, essayez de faire des tests sur justement ChatGPT. Moi, je m'étais pas mal amusée à... par exemple, si vous lui demandez sur des images de dessiner, alors on peut le faire en anglais ou c'est non genré, en fait, a scientist ou quoi que ce soit, vous allez voir que très vite, ça représente complètement nos biais. Et donc, par exemple, si vous tapiez, alors ça, c'était l'exemple qu'on avait près de ChatGPT, si vous tapez en CEO sur Google, image. CEO, c'est PDG. PDG sur Google. Comptez le nombre d'hommes blancs avec des cheveux blancs. Voilà. Donc, c'est ça, en fait, un PDG. Et pour l'intelligence artificielle, ce sera ça, un PDG. Donc, quand vous demandez, par exemple, à une intelligence artificielle générative de créer une image générative de c'est quoi un PDG, mais disons un ou une PDG, il va vous sortir ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ces biais algorithmiques, il y a une prise de conscience dans le domaine. Et du coup, il y a en effet des travaux aujourd'hui de recherche passionnants qui cherchent à se dire comment on limite ces biais, comment on s'assure que c'est le moins biaisé possible, et aussi c'est quoi un algorithme juste. Donc, on parle de... Alors ça, pour moi, c'est autant de la philosophie que de la science, et c'est pour voir, on atteint des questions... voilà. Et d'ailleurs, les gens qui travaillent là-dessus travaillent dans des équipes interdisciplinaires, philosophie, intelligence artificielle, par exemple. Donc voilà. Donc, oui, il y a des biais. Oui, c'est dramatique. Oui, ça va être important. Et oui, ça va être systématique. Donc ça, c'est pas très joyeux. Mais, bonne nouvelle, on en est conscience. Et si on pousse et qu'on est tous un peu conscient de ce genre de choses et acteur de ça, on peut aller vers des choses un peu mieux. On avait prévu ce soir de parler longuement, mais il ne reste plus beaucoup de temps, des inégalités femmes-hommes. Ava, je crois que tu voulais nous donner quelques chiffres. Ah oui, ok. Attendez, il faut que je retrouve. Si tu les as sous la main. Quand même. Sinon Oui, c'est bon, je les ai sous la main. Puisque vous aurez constaté que le plateau de ce soir est totalement non représentatif de la réalité sur laquelle va nous sensibiliser Ava. Donc, en terminale, ceux qui avaient pris spécialité maths, il y a 72% des filles et 90% des garçons à l'école, avec un niveau national d'environ 30% chez les filles et 40% des garçons. Et en spécialité physique, il y a 31% des filles et 45% des garçons. Concernant du coup l'orientation post-bac de la promotion 2023, on se retrouve avec 28% des filles qui ont choisi une filière scientifique pour 51% des garçons. Voilà. Et d'ailleurs, sur ces 28% de filles qui ont choisi... Ouais, exactement. Sur les 21 élèves qui ont choisi d'aller en prépa scientifique, il y avait seulement 9 filles et 12 garçons pour des promos de moins de 200 élèves. Et l'année précédente, la différence était la plus flagrante, avec 19 garçons pour une prépa scientifique contre seulement 5 filles
pour une prépa scientifique également. Et donc, ces écoles, plutôt ces prépas, généralement on va dire des MP, des PC, elles sont principalement dominées par les hommes, et ce qui peut être un peu décourageant pour les filles. Et est-ce que vous pensez que les programmes scolaires soient adaptés pour encourager les filles et les garçons dans ces domaines ? Visiblement, non. Mais... Si je pouvais répondre non, il faut arrêter de penser qu'on dit « mais si, les filles, c'est super, vous pouvez y aller, ça va être génial ». Et qu'après, il y a ça, en fait, il ne faut pas mettre tout le poids d'aller se retrouver dans des situations comme ça sur les femmes, en mode c'est dur, il n'y a pas de femmes en sciences, vous devriez y aller plus, les filles. Si on ne change pas la façon... Ouais, non, les filles, on n'est pas... moi, je me souviens que quand j'étais ado, je me suis permis de te couper, mais moi, ça me saoulait ça parce que j'avais envie de dire, c'est pas à moi je vais pas sacrifier ma vie pour le bien-être de la société française, quoi. Enfin, je veux dire, si moi, personnellement, j'y trouve pas un intérêt, je vais pas aller faire des sciences juste pour augmenter les statistiques du CNRS, quoi. Voilà. Et sauf que faut se dire que ce système, par exemple, des prépas, il est calqué à tous les égards pour former des jeunes hommes de 18 ans qui vont kiffer faire ça. Voilà. Et donc, si on fait ça, c'est bizarre qu'à la fin, on se retrouve avec beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc, faut remettre les choses à plat. Donc, on réglera pas le problème si on réimagine pas des formations qui sont adaptées à un profil et un public beaucoup plus large. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne faut pas aller faire de prépa quand on est une fille ? Non. Est-ce que ça veut dire que c'est adapté forcément à toutes les personnes, la prépa ? Non. C'est un truc méga stéréotypé qui pense qu'on peut former tout le monde de la même manière. Bon, on sait que c'est pas le cas. Enfin, on est une spécialiste ici, mais oui. Après, je sais pas si la différence fille-garçon est-ce qu'il faudrait un enseignement pour les filles, un enseignement pour les garçons. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ce serait plus de liberté pour adapter à ce que chacun sente un peu plus avoir sa place dans ce genre de formation. Oui, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, si dès le CP on voit une différence fille-garçon qui s'installe, c'est bien sûr qu'en terminale, elle sera encore plus importante. Donc c'est à travailler dès le début en fait, cette différence, ce stéréotype qu'on remarque sur les sciences. Ouais. Après, je pense aussi que, moi du coup, je suis biaisée parce que j'enseigne à l'université. Et dans une université qui n'est pas dauphine, qui n'est pas si prestigieuse, sélective, etc., surtout des parents qui n'ont pas fait d'études scientifiques, je pense qu'il y a une énorme méconnaissance des parcours universitaires d'aujourd'hui qui ont vraiment, mais alors plus rien à voir avec les parcours universitaires d'il y a même 10-15 ans. Aujourd'hui, on a des parcours d'excellence à la fac où les étudiants s'éclatent, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des études souvent inter-établissements où on peut faire... moi, j'ai un cours d'orientation professionnelle, donc j'ai 13 étudiants par an de physique. Alors, on est choyés à la fac, donc c'est pour ça, c'est vraiment le... Certes, il y a des amphis de 300 personnes parce qu'on est obligé, mais en plus, en général, il n'y a pas jamais 300 personnes jusqu'au bout du semestre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fac, il y a ce rapport humain, en tout cas que moi j'ai trouvé à la fac, que j'ai pas du tout trouvé en prépa, qui fait que... Donc bref, j'ai mes 13 étudiants. Il y en avait un, il faisait une double licence maths et droit. Il y en avait, il faisait des doubles licences chimie. Il y en avait, il faisait des doubles licences avec de l'histoire. Il y en a qui avaient une licence normale, mais avec un cours, par exemple, des cours de sport intensif, etc. Donc en fait, l'université, il y a des parcours qui sont beaucoup plus adaptables, qui certes nécessitent de la part de l'élève un effort pour aller chercher l'information, parce que ça, c'est vrai que c'est pas toujours clair et il faut s'y prendre en avance, il faut connaître les choses. Mais à l'université, il y a des parcours absolument exceptionnels qui sont faisables. Et par exemple, moi, j'ai fait un stage à l'université d'Oxford l'été où ils ont découvert le boson de Higgs, ils étaient trop contents. Il fallait pour y aller une lettre de recommandation. C'est certainement pas en prépa que je l'aurais eu, parce qu'en prépa, les profs sont absolument pas connus du milieu de la recherche. Alors qu'à l'université, mon professeur d'astronomie en licence 2, c'est un chercheur qui est mondialement reconnu. Donc... il faut vraiment aussi que à la fois à l'école, alors ça, je parle pas que pour l'école alsacienne, hein, c'est vraiment très, très, très large comme question, mais faire connaître la diversité des parcours, c'est le meilleur moyen de s'assurer qu'on garde un maximum de gens. Parce que comme dit Aude, si on promeut qu'un seul système, par définition, on ne garde que les gens qui sont adaptés à ce système-là. Et voilà, donc ça, c'est quelque chose que je vous encourage tous à faire. Et par exemple, aussi, un truc qu'on avait beaucoup fait avec Wax, c'était de dire, c'est quand même triste qu'une fille de seconde, on se dit, elle va pas passer le bac général, on l'envoie faire des études qui s'arrêtent au bac, dans des métiers du soin,
ou des métiers de gestion qui sont des métiers hyper pénibles et peu rémunérés, alors qu'il y a autant besoin de techniciennes en métier de la gestion de l'eau, gestion des déchets, gestion de ce qu'on veut, qui sont des métiers en général un peu moins pénibles en termes d'horaire, en termes de contraintes familiales par exemple. Donc c'est drôle parce qu'on pousse les femmes vers des métiers qui sont très pénibles pour avoir une carrière possible avec des enfants, alors que voilà. Et les métiers qui nous permettent... Moi, en étant chercheuse, je peux aller chercher ma fille à la nounou à 16h30 2 fois par semaine. Enfin, je veux dire, c'est des métiers qui donnent une liberté et un confort de vie qui est absolument exceptionnel. Donc il faut vraiment faire connaître ça. Mais on a une grande inégalité après selon les filières. Salma, tu avais une question là-dessus, justement, entre les hommes et les femmes, sur les filières dans lesquelles elles vont. J'étais coincé. On s'est complètement perdu dans le déroulé, donc t'inquiète pas. Ah oui. Dans l'idée, c'était de savoir, on retrouve beaucoup plus de femmes dans les domaines biologiques, en licence Ouais. bio, et les garçons beaucoup plus dans les domaines informatiques. Oui, et justement, est-ce que les filles, vous pensez que les filles sont moins encouragées à faire face à cette adversité? Et là, en fait, vous étiez en train de parler d'alternatives à la prépa, mais est-ce que ce serait pas un peu décourageant justement de se dire que puisque les filles ne sont pas capables de faire face à une adversité masculine, elles doivent s'orienter vers autre chose? Non, mais pourquoi se compliquer la vie? On n'a qu'une vie. S'il y a un parcours d'études qui te permet d'être heureuse, d'être plus à l'aise avec une méthode d'enseignement, c'est ce que je redisais tout à l'heure. Moi, je trouve... Alors, il y a 2 types de personnalités. Il y a les jeunes filles et les jeunes hommes à qui on dit justement... ça va être extrêmement difficile, tu vas devoir tout sacrifier pour y arriver. Et eux, ils le voient en mode « Ah, trop bien, je vais y aller, ça va être trop bien, je vais tout sacrifier, tout ça, machin. » Je suis pas sûre que ça fasse les adultes les plus heureux après 30 ans, quoi. Enfin, je veux dire, j'ai dit, on n'a qu'une vie. Faut quand même s'éclater dans sa vie. Justement, du fait qu'on a des niveaux d'études différents, des façons d'étudier différentes en France... et tout ça, en plus, en général, il y a toujours une filière gratuite publique et une filière privée dans n'importe lesquels des parcours dont on a parlé. Enfin, je veux dire, c'est une diversité de parcours qui est absolument géniale. Et c'est surtout que... tu avais une autre partie dans ta question. Enfin, c'était quoi la partie de la question? Je me souviens que tu voulais dire un autre truc. L'adversité. C'était pourquoi Ouais. informatique et Oui, et puis, donc moi, par exemple, justement, ça m'a plutôt poussée par défi de faire... c'était par défi personnel. Comme j'ai eu cette phase en première où je me suis mis à décrocher complètement en maths, je me suis dit que je voulais pas en rester là. Et finalement, en prépa, je suis devenue bien meilleure. Enfin, j'ai fait une année de prépa quand même avant d'aller à la fac. Je suis devenue meilleure en maths qu'en physique, tellement je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête d'être nulle en maths. Je me suis mis qu'à bosser que les maths. Et voilà. Donc moi, j'ai eu cette part quand même de défi par rapport aux maths. En tout cas, je voulais me prouver à moi-même que j'allais y arriver. Et puis aussi, pour le coup, chez moi, en tout cas, j'avais envie de montrer que j'allais réussir à faire une thèse en physique fondamentale. Dans un domaine, en plus, la physique des plasmas, c'est un domaine où il y a presque autant de maths que de physique. Il y a beaucoup d'informatique. Et donc, j'avais envie aussi de me prouver que j'allais réussir à faire tout ça. Un autre truc aussi, c'est que justement, moi, j'ai grandi avec des cousins garçons. J'avais pas mal de copains garçons au collège-lycée. Et donc, finalement, de grandir d'évoluer dans un milieu où il y avait, en tout cas, pas que des femmes, pour moi, c'était très important. Je voulais faire des études avec des gens diversifiés. Et donc ça m'a poussée aussi. Mais voilà, c'est très personnel. Il y a des gens qui aiment bien rentrer dans un moule tout de suite et faire en gros des choses pour lesquelles ils ont des facilités familiales, contexte, etc. Et puis il y a des gens pour qui c'est un défi de faire des choses sur lesquelles on les attend pas. Donc c'est compliqué. Donc vous avez dit que vous aviez le sentiment que les carrières scientifiques étaient plutôt compatibles à votre vie de famille. Qu'est-ce que vous pensez que votre profession met en place pour faciliter le cumul de tâches? La profession, pas grand-chose, clairement. Faut bien choisir le papa, hein, je vais pas vous mentir, mais faut pas attendre trop de la fac ou de la société de vous faciliter en France, hein, en tout cas. Ça m'a fascinée. J'ai été il y a 15 jours dans une conférence en Autriche et j'ai assisté à une session, c'était « How to survive as a parent in academia ». C'était extraordinaire cette session. Et donc là, on s'est rendu compte que ça change vraiment d'un pays à l'autre. Hein. Pour le coup, en Suède, en Allemagne, ils ont des facilités, notamment par les universités, pour des solutions de mode de garde, etc. En France, pas trop.
je suis pas du Par tout contre, d'accord. ça, Mais bah, ça, c'est-à-dire qu'en France, on a quand même des crèches qui finissent à 19h. En Allemagne, c'est 14h30. Donc, bon, oui, ça c'est. dépend de. Et pas pendant la première année. Mais là, c'est des détails, quoi. Mais non, moi, je pense que, enfin, ça dépend à quoi on compare. Hein, les facilités pour avoir sa vie, je veux dire, quand vous travaillez à l'hôpital public, par exemple, bah, c'est pire, en fait. Enfin, par exemple, c'est marrant, il y a plein de femmes qui disent ah, super, je vais être médecin. Alors après, on peut être médecin de plein de façons aussi, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, moi, je vois que dans tous les métiers, il y a toute une gamme de choses où on va faire ses choix et de voir quel est le compromis ensuite où on se met. Donc, est-ce qu'il y a des facilités ? Moi, je pense que, par exemple, en tout cas, dans mon métier, il y a une facilité sur, moi, je dirige mon laboratoire. Donc, c'est moi la chef. Donc, c'est moi qui décide quand je suis là ou pas là. Bon, bah, du coup, voilà. Mais ça pourrait être le cas si je dirige un cabinet d'avocats ou voilà. Donc, c'est pas inhérent au métier. Après, est-ce qu'il y a des spécificités ? Dans mon métier, j'ai la chance d'énormément voyager. Je vais voir le monde entier. Donc, quand on voyage, bah, c'est un peu moins compatible avec, par exemple, des enfants en bas âge. Voilà. Donc, mais ça, pour moi, chacun va trouver sa façon de le vivre. Et il y a des choix à faire en fonction de ce qu'on a envie de faire, du temps qu'on a envie d'être. Donc, je pense que mais c'est applicable à beaucoup d'autres métiers, quoi. Est-ce qu'il y a des questions en public? Il nous reste une dizaine de minutes. Je pense que Monsieur Le Chevalier va passer avec un micro à la chef. On a une question là-bas, une question deux questions là-bas. Oh là, j'aurais dû passer le micro plus tôt. Bonsoir à tous, merci beaucoup pour toute cette intervention. Je suis un papa d'élève de maternelle, je suis aussi ingénieur. On a beaucoup parlé de science. En tant qu'ingénieur, du coup, moi j'ai fait beaucoup d'analogies aussi avec le monde de la technologie et puis la technique aussi. La question que je me posais, c'est est-ce que finalement ce qui manque pas un petit peu dans la transmission de ce goût pour les sciences, c'est pas aussi d'expliquer aux gens que il y a une part de créativité aussi dans la démarche. Quand on fait de la science ou quand on conçoit des choses, que ce soit dans l'innovation ou autre, on crée un chemin, on a un problème complexe qu'on va subdiviser en éléments simples, en problèmes simples. Et pour résoudre ces problèmes, il y a plein de chemins possibles, on va en choisir un. Et il y a une part de créativité, d'inventivité, quasi artistique peut-être dans certains cas. Est-ce que ça ne peut pas aussi rendre les choses peut-être un peu plus alléchantes, un peu moins austères? Calice, vous étiez très bon, ça fait partie de vos expériences. Oui, c'est ça. En effet, quand je travaillais donc, sur ma thèse, c'était sur la proportionnalité. Et c'est tout ce qu'on fait dans mon laboratoire, ce qu'on faisait par rapport aux mathématiques, où en fait aux enfants, que ce soit à partir du CP jusqu'à la fin de la primaire et pour plus tard, on leur proposait toujours de résoudre de plusieurs façons en fait un problème. Et ça, c'est vrai qu'ils avaient au début pas vraiment l'habitude parce qu'ils avaient l'impression qu'en maths, il y a une seule façon de faire qui est la bonne, c'est de corriger où on a raté, etc. Et donc là, on leur demandait systématiquement de proposer plusieurs façons. Et c'était ça qui était valorisé et donc ça donnait pas mal de confiance aux enfants. Et aussi, on leur proposait un outil qui s'appelait le journal du nombre. Et en fait, ça veut dire que chaque jour, ils pouvaient écrire des maths. En fait, on leur proposait d'écrire des maths. Et ça, on leur proposait des incitations, comme par exemple, je sais pas, écrivez des additions écrivez des sommes, des choses qui font 14. Et après, ils allaient pouvoir écrire plein de choses. Ils allaient pouvoir écrire des additions, des multiplications, des soustractions, etc. pour arriver au nombre 14, etc. L'idée, c'était qu'ils étaient libres et qu'ils avaient la possibilité d'écrire des mathématiques. Et en plus, ce qui était intéressant, c'est que c'était à la fois un outil pour l'enfant qui prenait vraiment confiance en lui parce qu'il avait en général pas faux, puisqu'il était toujours en train d'écrire des choses qui étaient à son niveau. Et en même temps, c'était un outil justement pour l'enseignant, pour voir où en était l'enfant, dans sa compréhension des mathématiques, etc. Et en plus, l'enfant était très fier aussi de montrer ça à ses parents, de montrer qu'il écrivait des mathématiques. C'était quand même assez incroyable. Donc moi, je pense qu'en effet, il y a des choses qu'on pourrait faire pour montrer qu'il n'y a pas une seule façon de faire en maths, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, Aude, sur le côté un peu créativité qu'il peut y avoir aussi en mathématiques. Merci beaucoup. On va prendre les autres questions. Oui, alors moi je suis enseignante de mathématiques. Je vais juste vous faire un petit calcul à tous. Il y a 25 ans, j'étais enseignante en banlieue parisienne, dans des collèges variés, divers. Et j'avais une vingtaine d'heures de cours, 20 heures, parfois un tout petit peu plus, pour 4 classes de collège. Aujourd'hui, j'ai 18 heures de cours pour 5 classes. Je veux simplement vous dire que, en gros,
et ça c'est une collègue plus âgée que moi qui m'en a fait prendre conscience parce qu'on fait les choses et on n'y réfléchit pas. En gros, une classe de collège, c'est passé de 5 heures hebdomadaires à 4. 7 heures en moins sur une 6e, puis sur une 5e, puis sur une 4e, puis sur une 3e, veut dire que vos enfants, ils ont en gros un an de moins de temps scolaire pour apprendre autant de choses que leurs parents, voire même plus de choses parce que les programmes ont changé et, désolé, mais il y a beaucoup de saupoudrage, c'est-à-dire on touche un peu à tout, et plus l'algo évidemment qui est indispensable. C'est très compliqué de lier, moi je fais des maths, de lier des maths avec le reste des matières. Je le fais, le produit scalaire et le travail d'une force pour la physique en première, mais je compte mon temps, j'ai l'œil sur la montre. Je le fais en 3e, le 8 mars, on refait des stats et on étudie un petit peu les inégalités hommes-femmes, on en profite. De l'ambre, méchin, pour mesurer un méridien. On prend le temps, mais c'est très dur de prendre le temps, parce qu'on n'a pas le temps. Et qu'on a un programme, et qu'on a un brevet, et qu'on a un bac, et qu'on a des notes, et qu'il faut mettre des notes ou des pastilles, peu importe, mais il faut évaluer les élèves à plusieurs reprises pour pas qu'ils se décrètent nuls en maths dès qu'ils ont un accident. Merci pour ces témoignages. Est-ce que vous vouliez nous en faire part ou est-ce que vous aviez une question précise pour nos intervenantes? Je voulais vous en faire part parce qu'on a beaucoup d'envie et Oui, non, mais c'est difficile. moi, je vous soutiens complètement parce que justement, je vois à l'université, hein, on a pareil un nombre d'heures, etc. En formation, on nous explique qu'il faut faire de la formation très pédagogique, travail en équipe, etc. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, voilà, il faut rester conscient qu'on est dans un cadre, malheureusement, qui ne permet pas de faire tout ce qu'on dit. Et c'est vrai même à la fac. Hein. Enfin, je veux dire, moi, je vois un atelier où je veux que les étudiants cherchent par eux-mêmes une solution. Quand on les a, justement, ils ont appris toute leur vie qu'il fallait trouver la bonne réponse, en fait, j'ai beaucoup plus vite, rapidement, de préparer un TP où il faut qu'ils trouvent la bonne réponse. En fait, ça, en termes pédagogiques, c'est très, très difficile à faire. C'est pour ça que moi, je voulais beaucoup insister, et je pense qu'on a réussi quand même à transmettre le message sur le fait que la transmission des sciences, c'est un combat collectif. C'est-à-dire que, on a dit tout à l'heure, en histoire, vous voyez l'utilité. Est-ce qu'en histoire, vous avez des cours d'histoire des sciences? Est-ce qu'en histoire, vous avez... est-ce qu'en lettres, vous étudiez parfois, je sais pas, sur des exercices de conjugaison, de grammaire, vous pouvez très bien faire, je sais pas moi, à la place de l'oiseau chante dans les arbres, alors vous êtes niveau un peu plus supérieur, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les sciences, ça s'apprend... Enfin, voilà, en projet artistique, il y a des expositions qui sont passionnantes. Il y en avait une au musée d'Orsay sur la Lune, par exemple. Je vous recommande d'aller regarder le catalogue si ça vous intéresse. C'était une exposition géniale parce que justement, c'était comment les artistes ont représenté la Lune et il y avait une partie explication scientifique dans l'exposition. Donc, un projet, par exemple, d'un professeur d'art plastique, ça pourrait être justement, je sais pas moi, la visibilité des mondes en dehors des planètes du système, enfin, dans les autres planètes que la Terre ou des choses comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Moi, je refuse que ce soit uniquement sur les professeurs de mathématiques que le poids se porte. Surtout que là, vous avez parlé des heures pour lesquelles vous avez les élèves devant vous, mais les heures de formation, en maths, ça reste à peu près préservé, mais les formations des professeurs en sciences, c'est une catastrophe. Enfin, je veux dire, des enseignants collège, lycée, la formation scientifique des professeurs en sciences, elle est enfin, je veux dire, et c'est pas de leur faute, hein, c'est le nombre d'heures qui est alloué dans les formations qui est très triste. Donc, en tout cas, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la solution passe par la réintégration de la culture scientifique dans la culture générale. Il faut que ce soit transversal. Je pense qu'on a le temps de prendre une ou deux dernières questions. Bonsoir, merci pour la qualité des débats. Moi, j'ai la chance d'avoir deux petites filles de 4 ans à qui, j'espère, trouveront leur passion. Est-ce que vous avez des recommandations pour leur transmettre le goût des sciences qui passent pas par une institution, mais qui passent par le fait par la famille, les parents? Oui. Je sais pas si tu veux intervenir. Moi, ce que je fais... Parlez bien dans le micro.
Ce que je fais personnellement avec les enfants autour de moi, ça va de, je veux dire, quand on va se balader dehors, c'est à chaque fois dire ah, est-ce que tu vois ce que c'est là? Ah, t'as vu l'oiseau? Ah, tiens, il a 2 pattes ou 3 pattes, enfin, les insectes. Enfin, voilà. Ensuite, ça va de juste. En fait, les enfants, alors il y a des gens qui disent les enfants sont un peu tous nés chercheurs. En fait, c'est juste d'encourager. Dès qu'il y a des questions, c'est pas de dire ah non ou plus tard, c'est dire ah bah tiens, bah oui, tu sais comment les gens ils ont répondu à ça. Enfin, je pense que voilà. Après, il y a beaucoup de jeux scientifiques qui ont été mentionnés aussi. Et puis peut-être que Caliste est plus spécialiste. Oui, peut-être aussi sur notre façon d'encourager l'enfant. Il y a des études aussi qui montrent que dès 18 mois, en fait, on va avoir des différences chez les enfants, comment la façon dont on les encourage. Si on leur dit tout le temps, c'est bien, t'as réussi, t'as raté, etc., évidemment, en fait, on va les remettre toujours la même chose dans la peur de l'échec. Et comme on voit qu'en maths et en sciences, c'est quand même cette peur de l'échec, elle est beaucoup plus importante finalement que dans les autres matières. Ça, je pense vraiment de toujours écouter dans l'encourager en disant ah tu fais des choses difficiles, c'est super, c'est bien de faire des choses difficiles, continue, ah oui, enfin voilà, dans ce type d'encouragement qu'on peut commencer dès tout petit. Et ça, pour le coup, il y a vraiment des études qui montrent un effet j'espère que ça a été répliqué, mais qui montraient un effet sur les types d'encouragement à 18 mois et les notes en CE1. Voilà. Avant-dernière question. Bonsoir, merci beaucoup pour cette table ronde. J'avais une question. Est-ce que nous pouvons, nous, adolescents de première, favoriser l'attrait pour les sciences et si oui, comment? Moi, j'ai envie de dire, quand vous faites des... Alors, en tant que garçon, quand vous faites des TP, par exemple, scientifiques, vous dites pas juste toujours que vous allez le faire avec un autre garçon en binôme, parce que, justement, c'est assez triste, mais moi, je vois que les jeunes, ils aiment bien se mettre pas en équipe mixte, en général. Ça me fait toujours beaucoup de peine. Sinon, oui, non, mais il y a énormément de choses à faire. Moi, justement, j'avais découvert l'engagement associatif juste en sortant du bac, donc c'est un peu plus tard Pardon, c'est un peu plus tard que toi. Quand j'étais au lycée, j'avais l'impression que quand on parlait association, c'était en fait le côté humanitaire. Ou j'exagère un peu, mais les restos du cœur ou des associations politiques. On m'avait rarement parlé des associations scientifiques. Or, moi, j'ai appris énormément de choses en m'investissant dans une association scientifique. Il y en a beaucoup ? Il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Il y en a qui sont très anciennes. La Société astronomique de France, c'est une société qui existe depuis la fin du 19e siècle, qui a un groupe, les jeunes de la SAF, ça s'appelle la SAF, Société astronomique de France. Il y en a aussi qui sont au contraire très locales. Par exemple, ça peut être alors moi je parle de ce que je connais, mais un club d'astronomie dans votre ville d'origine. Il y a aussi l'idée, et ça c'est ce que Aude m'avait appris avec Flora à l'époque, c'est l'idée que le milieu associatif, ça permet de tester, de créer des choses sans trop d'enjeux. Donc si aussi vous avez envie de faire des choses, que vous n'allez peut-être pas non plus créer une entreprise à 18 ans, alors même qu'il y a des pubs qui disent qu'on peut faire des entreprises en étant étudiant, machin, mais ce que je veux dire, c'est que sans aller dans des trucs trop ambitieux, vous pouvez très bien créer une association à petite échelle, vous définissez un objectif, justement, faire aimer les sciences dans mon quartier, dans mon collège, dans mon coin, dans mon lieu de vacances, etc. Et ça, j'ai fait le chapitre exprès, le dernier chapitre de mon livre, c'est donc comment on peut devenir un Sherlock Holmes des planètes à tous les niveaux, parce que je parle aussi pour les personnes qui écoutent, il y a, par exemple, chez les retraités, chez les personnes qui ne sont pas scientifiques de métier, etc., il y a tellement d'associations qui ont besoin de gens pour... parfois, c'est juste tenir un stand, parfois, c'est aller distribuer des choses, c'est aider justement des personnes scientifiques à organiser un événement, etc. Et donc là-dessus, juste, il y a un site internet qui s'appelle Je m'engage. Donc, il y a plein de listes d'assos. Donc, vous pouvez y aller et voir science et Je m'engage. Mais au-delà même, moi, si je peux revenir, l'engagement associatif, c'est déjà un pas important. Juste en parler. À la cour de récré, au déjeuner, au dîner, aller demander autour de vous. Donc, je ne sais pas si vous lisez des choses comme ça ou juste... Alors, moi, maintenant, j'avoue, je m'amuse beaucoup avec ChatGPT et compagnie, à lui poser toutes les questions qui me passent par la tête. Et après, je parle de ça. Je me demandais... n'importe quoi, genre je sais pas, ça c'est quoi comme matière, ah tiens comment ça marche, et après j'amène ça comme sujet de conversation. C'est des sujets de conversation, c'est pas le conflit israélo-palestinien, du coup ça échange c'est très bien les sciences pour les repas de famille. Mais voilà, mais donc moi je pense que avoir fait beaucoup d'activisme dans ma vie, je me suis rendu compte que je pense pas avoir tant d'effet que ça
de mon activisme d'une certaine manière. Enfin, j'en sais rien, mais par contre, j'ai eu de l'effet sur mon entourage. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui rentrent, quoi. Donc, à minima, vous pouvez influencer votre sphère des 15 personnes qui vous connaissent le mieux. Comme je sais pas si vous avez des enfants autour de vous qui adorent les dinosaures. Mais alors, clairement, on apprend tous vachement de trucs sur les dinosaures quand il y a des enfants de 4-5 ans qui commencent à nous emmener au Muséum d'Histoire Naturelle. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est déjà une première étape assez facile d'accès que juste de parler de science de façon comme dans de la culture générale. Merci beaucoup. On prend une toute dernière question. C'est pas vraiment une question. Je voulais vous remercier parce que je trouve que c'était vraiment une belle ouverture. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'on vit dans un monde où il y a énormément de préjugés, de stéréotypes, et notamment sur les sciences. Et je voulais juste, il y a un passage qui m'a beaucoup interpellé, sur lequel je voulais revenir, c'est la formule « je suis nul ». Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qu'on devrait interdire à tous les professeurs, de dire à un élève « vous êtes nul ». Après, il y a quand même peu de professeurs qui disent ça. Il y a moins de profs qui disent ça que de parents, je pense. Hein. Techniquement, c'est plus un truc de parents de dire t'es nul à faire ci. Globalement, dans la société, effectivement, l'école n'est pas seule capable de changer ses stéréotypes et ses perceptions, ses préjugés, sur les sciences notamment. Et je pense qu'effectivement, c'est globalement la société. Personne n'a le droit de dire à son enfant qu'il est nul. Et personne n'a le droit de se dire je suis nul non plus, parce que se dire je suis nul, ça veut dire qu'on n'est rien. Par contre, ce qu'on a le droit de dire, et ça c'est un truc que j'ai appris en lisant un livre de David Bessis qui s'appelle Mathematica, c'est j'ai rien compris. Ça c'est totalement l'opposé. C'est j'ai rien compris, réexpliquez-moi. Et ça effectivement, moi je suis professeur de maths, effectivement, j'encourage mes élèves à dire vous n'avez rien compris, n'hésitez pas, dites-le-moi. Je vous réexpliquerai. Et ça, c'est quelque chose qui je pense que c'est vraiment la dualité entre je suis nul, j'ai rien compris, je suis nul, non, j'ai rien compris, oui. Voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup d'applaudir Oberwein, Léa Breton et Camille Scheglinsen. Vous avez été passionnantes. Je crois qu'on n'a pas posé la moitié des questions que vous aviez préparées. Donc félicitations, c'est que vous aviez bien préparé. Donc je veux une deuxième salle d'applaudissements pour Ava, Salva et Inès. Bravo.